Quelle est la nouvelle la plus déprimante que tu as entendue cette année ? Il y en avait beaucoup, notamment les atrocités commises à Al-Fasha au Soudan, jusqu'aux révélations sur l'ampleur et la brutalité de la répression d'État sous l'ère Assad en Syrie. Des gros titres venus des champs de bataille en Ukraine, à Gaza, au Congo, au Sahel, etc. Mais en novembre dernier, un journaliste italien et un groupe d'enquêteurs de la ville de Milan ont ajouté un autre prétendant à cette conversation. Une série de crimes horribles qui auraient pu rester impunis pendant plus de 3 décennies. On les appelait les safaris du sniper. Et bien qu'ils aient été évoqués comme des rumeurs depuis la fin de la guerre de Bosnie, ils n'ont jamais donné lieu à une enquête officielle connue dans aucun pays, encore moins à une poursuite judiciaire. Si les informations actuelles de l'Italie sont exactes, des citoyens aisés d'Italie et de l'Occident auraient pu aller à Sarajevo assiégé et payer pour des vacances. Cela devrait être impensable. Prendre position dans un nid de snipers, viser leur cible dans les tristement célèbres allées des snipers de Bosnie et tuer les civils assez malchanceux pour se retrouver dans leur ligne de mire. Que signifie partir en safari de snipers ? Pour répondre, il faut d'abord évoquer leur destination plutôt que leur parcours. La ville de Sarajevo est la capitale de la Bosnie-Herzégovine, généralement appelée simplement la Bosnie. Le pays est aujourd'hui scindé en 2 entités autonomes. La Fédération de Bosnie-Herzégovine, principalement bosniaques et croates, et la Republika Srpska, majoritairement serbe. Au début des années 1990, la population d'avant-guerre était d'environ 500 000 habitants. La ville de Sarajevo était la capitale d'une nation qui venait tout juste de déclarer son indépendance de l'ancien État de Yougoslavie. Autrefois comme aujourd'hui, la Bosnie et les anciens États yougoslaves des Balkans restent marqués par de fortes tensions ethniques. Et lorsque la Bosnie-Herzégovine a déclaré son indépendance, la population serbe du pays s'est opposée à l'idée de devoir être une minorité au sein d'une nation unifiée. De leur point de vue, la République serbe de Srpska, telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'aurait pas dû être une région autonome au sein du pays, mais un État souverain à part entière, avec les zones à majorité bosniaque fermement sous son contrôle. Leur réponse fut le siège de Sarajevo, un encerclement de la ville qui a commencé au début du mois d'avril 1992 et qui allait durer près de 4 ans sans interruption. Pour le dire franchement, le siège de Sarajevo était la misère incarnée. Environ 300 à 40 000 civils étaient là piégés à l'intérieur de la ville, ainsi qu'environ 70 000 soldats combattant avec l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine. Principalement armés d'armes légères, ils ne pouvaient pas percer le siège. Pointant leurs armes vers l'intérieur se trouvait une force bien plus réduite, pas plus de 23 000 Serbes de Bosnie à leur apogée et généralement bien moins que cela. Mais ils avaient l'appui de l'artillerie lourde, des chars et étaient encerclés. Ils observèrent la ville sous tous les angles, anticipaient et répondaient à tout rassemblement ennemi, déchaînant l'enfer sur les habitants. Ils étaient aussi soutenus par la Serbie, bien plus puissante. Dirigée par un homme dont le nom figure aujourd'hui parmi les criminels de guerre les plus détestés de l'histoire, Slobodan Milošević, le dernier dirigeant de la Yougoslavie. Une grande partie des forces assiégeantes étaient en réalité sous le contrôle direct de Milošević ou étaient d'anciens membres des forces armées yougoslaves, qui sont apparus à temps autour de Sarajevo avec de nouveaux uniformes mais surtout leurs propres armes. Les chars et pièces d'artillerie de Milošević ont été transférés à la Republika Srpska lors de la dislocation de la Yougoslavie. La Serbie était ravie de fournir munitions, carburant, fournitures, renseignements et soutien diplomatique aux Serbes de Bosnie. Il faut comprendre que, même si Sarajevo a subi le siège et le plus lourd du conflit, l'objectif final des Serbes de Bosnie et de Milošević n'était pas de prendre la ville. Leur but était de contraindre les dirigeants bosniens et la communauté internationale à accepter la partition du pays pour créer une nation serbe souveraine. C'était crucial pour les Serbes de Bosnie et de Serbie, car la Serbie appartenait alors à une union avec le Monténégro et les Serbes ethniques étaient un thème majoritaire. Mais pas de beaucoup. Quelle que soit leur motivation, l'objectif des Serbes de Bosnie était d'utiliser Sarajevo comme levier, sauf que ce que proposaient les Serbes de Bosnie. Et toute cette douleur et cette souffrance pourraient prendre fin demain. Ainsi, ils n'avaient pas à se mettre en danger en entrant dans la ville et en risquant des combats urbains intenses. Là où les défenseurs bosniaques moins bien équipés auraient pu rééquilibrer les forces au corps à corps. Leur but était d'imposer une telle terreur et souffrance qu'il deviendrait injustifiable pour les dirigeants bosniaques et la communauté internationale de laisser le siège se poursuivre.
Pour y parvenir, les combattants serbes de Bosnie pouvaient couper la ville de tout approvisionnement extérieur en nourriture et en eau. Ils pouvaient y couper l'électricité et l'approvisionnement en carburant. Ils pouvaient y bombarder la ville sans distinction et mener des raids pour semer le chaos avant de repartir, sans laisser le temps à l'adversaire de réagir. Et aussi dangereuses que soit chacune de ces armes, les forces serbes de Bosnie savaient qu'elles pouvaient utiliser un dernier outil pour obtenir un effet maximal. Des snipers postés sur les collines entourant la ville tiraient à distance et agissaient en petites équipes pour causer un maximum de dégâts. Les forces serbes de Bosnie ont passé la grande majorité du siège à tirer sur la ville. Quand les défenseurs bosniaques apparaissaient, les combattants serbes faisaient vent tout pour les éliminer. Mais leur liste de cibles approuvées allait bien au-delà des seuls combattants. Les snipers pouvaient tirer sur des personnes âgées, des civils non armés, des enfants. Tout cela au nom d'imposer des coups et une misère si profonde aux dirigeants de la Bosnie qu'ils seraient forcés de capituler. Les contre-snipers ont fait de leur mieux depuis l'intérieur, mais ils combattaient en avec un net désavantage. Et à mesure que le siège s'installait dans son rythme de plusieurs années, les forces serbes de Bosnie ont profité de la désintégration de l'ordre civil à leur avantage. La pénurie de nourriture et d'eau obligeait les civils à quitter souvent leur maison. Et qu'ils essaient de se déplacer dans leur quartier, qu'ils fassent la queue pour du pain ou qu'ils collectent de l'eau, ils agissaient de manière prévisible, sous les yeux des snipers qui ne craignaient absolument rien en les tuant. Avec la durée du siège, les snipers sont devenus experts pour manipuler les civils, tuant un innocent pour attirer les secouristes, eux aussi pris pour cible, tirant pour forcer les civils à courir dans une zone de tir ciblée, et utilisent même des viseurs modifiés pour indiquer la distance de tir depuis un nid de sniper. Les tirs des snipers n'étaient pas continus, car le faible effectif des assiégeants limitait le nombre de snipers dédiés. En assiégeant Sarajevo, ils ont instauré la terreur. Certaines rues étaient appelées allées des snipers car des tireurs d'élite y étaient toujours présents. Toujours en observation, tirant depuis les environs ou des fenêtres sombres infiltrées en ville selon les données des procès pour crimes de guerre. Bien après, les tirs quotidiens, bien coordonnés, impliquaient en moyenne des centaines de coups de feu par jour, selon le Centre de recherche et de documentation de Sarajevo. Le bilan des victimes du siège de Sarajevo s'élève à 5 434 civils, dont 1 600, un enfant avec 56 000 autres civils blessés, dont 15 000 enfants. Selon le Fonds des Nations Unies garanti pour l'enfance à la fin du siège, au moins 2 enfants sur 5 dans la ville avaient été directement visés par des snipers et un peu plus de la moitié avaient vu une personne mourir. Selon les estimations officielles, environ 1000 civils ont été tués par des snipers et plusieurs milliers blessés. Mais à cause des nombreux problèmes de comptage des morts lors du siège. Classer les types de décès par balle et identifier leurs causes. Pour les personnes tuées dans des zones également bombardées par l'artillerie au moment ou autour du moment de leur mort, il est probable que la proportion de morts dues aux tirs de sniper était bien plus élevée. Pendant le siège, plus de 6100 défenseurs bosniaques et 2241 combattants serbes de Bosnie sont morts. Nous dressons désormais un tableau détaillé de l'enfer urbain de Sarajevo. Parce que nous aimerions que vous compreniez vraiment ce que cela signifie de dire qu'une personne est allée à Sarajevo pour un safari de sniper. Aujourd'hui, rappelez-vous simplement 2 choses lors de notre discussion. Que lorsque nous parlons d'une personne qui paie pour participer à des opérations de sniper tirant sur Sarajevo, c'est à cela qu'il participait. Et qu'au moment du siège, il n'y avait aucune illusion dans le monde entier sur ce qui se passait exactement. Les Nations Unies ont effectué 13 000 vols individuels de pontas aériens pendant cette période pour maintenir la population assiégée en vie. L'Alliance de l'OTAN a mené des opérations soutenues pour mettre fin au siège et a verrouillé l'espace aérien au-dessus de la ville pendant plus de 2 ans. Les gens dans les nations allaient en discuter à travers l'Europe et l'Amérique du Nord en particulier. Ils savaient parfaitement ce qui se passait à Sarajevo à cette époque. Et il est tout simplement impossible de prétendre qu'une personne qui, hypothétiquement, serait partie en safari de sniper à cette époque n'aurait pas compris ce dont elle faisait partie. Donc la première question à laquelle nous pouvons répondre est la plus simple. Qu'est-ce qu'un safari de sniper ? En bref, c'est un acte de guerre. Le tourisme récréatif consiste à voyager délibérément dans une zone de conflit active afin de faire du tourisme, de l'exploration ou de vivre une autre aventure. La perception du frisson et du danger fait souvent partie de l'attrait. Mais dans le cas des allégations autour de Sarajevo, le comportement des auteurs présumés va bien au-delà du tourisme passif.
Ces riches étrangers, qui auraient été voyager à Sarajevo, payaient avant pour le privilège de chasser des humains à des fins récréatives. Sarajevo n'est pas le premier exemple d'une chasse récréative à l'homme dans les histoires. Des tueurs restants, des tueurs en série ou aspirants, comme Robert Hansen en Alaska dans les années 1970-1980, participent souvent à cette pratique. Ce n'est pas totalement inédit en temps de guerre. Pendant la guerre civile espagnole, de jeunes hommes riches chassaient des paysans à cheval, en partie pour se divertir. Et il est relativement courant pendant les guerres que des combattants ou des civils armés traquent et éliminent des individus ou des groupes ciblés pour diverses raisons. Il existe également de nombreux cas, dans les guerres à travers le monde, où des individus se sont déplacés pour combattre aux côtés d'un acteur étatique ou non étatique. Peut-être parce que certaines de ces personnes, individuellement, voulaient en profiter de l'occasion et satisfaire un sombre désir de prendre des vies humaines. Mais les allégations spécifiques qui circulent autour de Sarajevo, selon lesquelles des acteurs étrangers auraient payé pour être escortés dans la zone de guerre afin d'obtenir le privilège de tirer sur des civils à longue distance, relèveraient donc d'une industrie de guerre sans équivalent moderne connue dans le monde. Les rumeurs de safaris de snipers durant la guerre de Bosnie ne sont pas nouvelles, et dans plusieurs régions de Bosnie et des Balkans, elles sont vues comme une injustice de la guerre restée impunie. Dès les années 1990, les médias italiens évoquaient déjà des clients de safari de snipers. Un documentaire BBC de 1992 épopée serbe montrait l'extrémiste russe Edouard Limanov venu en Serbie pour combattre, et à qui on a permis de tirer sur la ville avec une mitrailleuse, pour n'importe quelle raison qu'il souhaitait. À noter, le documentaire n'a jamais affirmé que Limanov payait ce privilège. Ce qui le rapproche davantage, disons, d'une personne allant se battre pour l'un ou l'autre camp dans la guerre en Ukraine, ou d'un extrémiste idéologique rejoignant l'État islamique au milieu des années de Jedadels. En 2007, un ancien marine américain nommé John Jordan a témoigné devant un tribunal pour crime de guerre après avoir été volontaire comme pompier à Sarajevo. Il a déclaré avoir vu des personnes non locales escortées durant le siège. Des positions de tireurs d'élite connus, tenues pendant par des combattants serbes, transportant des armes inhabituelles et habillés d'une manière qui laissait penser qu'ils ne faisaient partie d'aucun groupe impliqué dans le siège. Le livre de 2014 du journaliste italien Luca Leone, Les bâtards de Tabacan de Sarajevo, alléguait que des Italiens et d'autres Européens avaient régulièrement payé pour faire des voyages le week-end dans la ville afin de tirer sur des civils. Les rumeurs de safari de snipers à Sarajevo ne sont devenues grand public hors Bosnie qu'en 2022, quand le documentariste slovène Miran Županic a présenté son film Sarajevo Safari. Le documentaire montrait un circuit pour les touristes étrangers voulant participer au siège, qui étaient d'abord arrivés dans la capitale serbe, Belgrade. Ils profitaient des déplacements logistiques de l'armée pour aller dans les zones de combat en Bosnie. Le film reposait sur le témoignage anonyme d'un officier slovène affirmant avoir assisté à 7 fusillades de snipers, en payant des touristes étrangers. Un officier du renseignement bosnien ayant interrogé un combattant serbe, ce dernier affirmait avoir rencontré plusieurs Italiens ayant payé pour tirer sur des civils. Le film alléguait aussi que les forces serbes de Bosnie auraient même établi une liste de prix. Tuer un adulte coûtait déjà cher, mais pour un enfant, Taurus devait payer plus. Après sa sortie, le film a suscité tout le choc auquel on pouvait s'attendre de la part des publics internationaux qui en avaient les connaissances. La République serbe de Bosnie et des groupes de vétérans serbes de Bosnie ont vivement condamné et nié les allégations. Absolument. Cependant, la réaction mondiale a alors donné l'impression que la communauté internationale avait été frappée. La plupart des gens étaient d'accord sur le fait que les allégations et les comportements décrits étaient horribles, mais ils étaient divisés sur la question de savoir s'il fallait les prendre au sérieux. Ouvrir des enquêtes et raviver cette blessure sur la base d'un documentaire sans assez de détails pour guider les procureurs. Cependant, tout cela a changé dans les jours précédents. Cet épisode a été écrit lorsqu'un journaliste basé en Italie, Ezio Gavazzani, a déposé une plainte officielle auprès du bureau du procureur de la ville de Milan. Après avoir vu Sarajevo Safari, Gavazzani aurait travaillé en privé pendant des années. Il rassemblait des preuves, poursuivait des pistes et recueillait suffisamment d'informations pour qu'il puisse y avoir une base pour une action en justice. L'ancienne maire de Sarajevo, Benjamina Karatz, a apporté son rapport. Karatz, survivante du siège, a apporté son soutien sur la base des preuves détenues par elle et la ville. Mi-novembre, la plainte a fait la une après l'ouverture par le parquet de Milan de la première enquête internationale sur les safaris de snipers. Cet effort visera les Italiens soupçonnés d'être allés à Sarajevo pour y participer.
Et si possible, ils seront inculpés de meurtre volontaire aggravé par la cruauté et des motifs abjects. Actuellement, l'enquête à Milan en est à ses débuts. Malgré la documentation limitée partagée jusqu'ici, nous devons rester très clairs. Les accusations d'Italiens ou d'autres étrangers payant pour des safaris de snipers à Sarajevo ne sont que des rumeurs. Des allégations non encore prouvées devant un tribunal. Très franchement, comme c'est le cas dans toutes les enquêtes, il y a une chance que cet effort n'aboutisse à rien. Et même si cela donne des résultats, ce n'est qu'un processus qui ne fait que commencer. Aujourd'hui, nous ne pourrons pas partager d'allégations précises contre des parties spécifiques. Décrire les informations recueillies lors de l'enquête sans indiquer comment cette histoire va finir. Pas de boule de cristal. Mais ce que nous pouvons faire, c'est conclure l'épisode d'aujourd'hui en détaillant certaines des affirmations les plus récentes concernant ces safaris de snipers, et dresser un tableau général à la fois des personnes qui ont choisi d'y participer et des atrocités qu'elles ont choisi de commettre. Alors que cette première série d'enquêtes vise des ressortissants italiens, on pense que des personnes de plusieurs nations plus riches ont payé pour avoir le privilège de se rendre en Bosnie afin d'y participer. Cela inclut des personnes du Royaume-Uni, d'Allemagne, des États-Unis, du Canada, de Russie et d'autres pays. Mais qui sont-elles ? Le journaliste italien à l'origine de ces accusations, Ezio Gavazzani, les a décrites comme, je cite, des personnes riches et réputées, des entrepreneurs, des gens passionnés par les armes qui voulaient s'adonner à leur passion, qui préféraient aller se coucher avec un fusil, disposant d'argent et des bons contacts de facilitateurs entre l'Italie et la Serbie. Certains étaient peut-être des Serbes, mais il semble qu'au moins une partie ne l'était pas. Et cherchaient plutôt à s'impliquer dans la guerre uniquement pour satisfaire un désir personnel. En Italie, un pays qui partage des frontières avec l'ancien territoire yougoslave, des participants italiens et internationaux se rassemblèrent dans la ville de Trieste en groupe organisé par des personnes qui, du moins pour l'instant, restent inconnues. Ensuite, lors de voyages le week-end, ces personnes étaient transportées par avion avec Aviogenex vers la zone autour de Sarajevo. Ils payèrent directement les forces serbes de Bosnie, environ 116 000 $ américains, ajustés pour l'inflation. À partir de là, les touristes avaient la possibilité de payer des suppléments pour tuer des types spécifiques de personnes, les enfants étant, comme nous l'avons mentionné auparavant, les plus chers. Selon Gavazzani, les personnes âgées pouvaient être tuées sans frais. Selon Sarajevo Safari, ces touristes étaient souvent des personnes expérimentées dans la chasse. Ils apportaient souvent leurs propres armes sur le champ de bataille au lieu d'utiliser l'équipement fourni. Ceux sans armes recevaient souvent un fusil et un poste d'observation. Ils étaient conduits jusqu'au nido de sniper et, durant leur week-end, pouvaient tirer à volonté sur civils, enfants, secouristes ou toute cible potentielle, à condition qu'ils continuent de payer les prix correspondants. Selon Gavazzani, au moins 5 personnes ont pris part à ces safaris de snipers pendant la guerre, mais le nombre réel pourrait être bien plus élevé. Et, d'après Gavazzani, ces personnes n'étaient pas motivées par le désir de voir les Serbes de Bosnie gagner ou la Bosnie souveraine perdre. Je cite encore, il n'y avait aucune motivation politique ou religieuse. C'était des gens riches qui y allaient pour s'amuser et pour leur satisfaction personnelle. Nous évoquons des amateurs d'armes à feu, fréquentant parfois des stands de tir ou partant en safari en Afrique. Fin de citation. Maintenant, évidemment, si ces allégations sont exactes, alors les combattants serbes de Bosnie sur le terrain étaient au courant de ce qui se passait. D'après les enquêteurs italiens, les services de renseignement serbes étaient probablement au courant, au moins vaguement, de ces voyages et les facilitaient très probablement. L'implication présumée de la compagnie aérienne nationale serbe est particulièrement accablante, car cela impliquerait une connaissance de la situation, partagée non seulement par un cercle restreint des renseignements serbes, mais aussi par davantage de membres de la bureaucratie d'État. Les combattants serbes de Bosnie auraient bien accueilli cette activité et facilité son déroulement, parfois en fournissant observateurs et équipes de sécurité. Mais bien qu'il soit tout à fait plausible qu'ils aient gardé l'argent qu'ils ont collecté pour eux-mêmes, rien n'indique clairement que cet argent n'a pas été acheminé par d'autres canaux. Peut-être pour enrichir des personnes plus haut placées dans la chaîne de commandement, ou peut-être pour financer la poursuite du siège lui-même. Les troupes, censées aider sur le terrain, étaient loyales à Radovan Karadzic, alors président de la République serbe de Bosnie, et un homme qui était connu à juste titre comme le boucher de Bosnie. Karadzic purge déjà une peine à vie après sa condamnation en 2016 pour génocide, crime de guerre et crime contre l'humanité. Certains détails sur les parties impliquées resteront probablement inconnus. Le siège de Sarajevo s'est terminé il y a 30 ans, de nombreux survivants de chaque camp sont depuis décédés.
Et ceux impliqués dans ces prétendus safaris ou ayant aidé à les organiser ont eu des décennies pour dissimuler ou détruire toute preuve de leurs actes. Ceux qui pensaient être à l'abri ont très probablement pris conscience du risque de nouvelles enquêtes. Et eux, en particulier les personnes en dehors de l'Italie, bénéficieront probablement de plusieurs années supplémentaires avant que les enquêteurs ne commencent à s'intéresser à eux. Si l'on apprend que des clients payants ont pris part au safari de Sniper, ils pourraient être jugés pour crimes de guerre et devenir les premiers citoyens de leur pays à comparaître devant un tel tribunal, pour des actes commis en tant que civils, sans faire partie d'une armée régulière au moment des faits. Mais pour l'instant, de tels procès restent encore loin. Au fil de l'enquête, en Italie, d'anciens combattants serbes de Bosnie et le gouvernement de la République serbe de Bosnie opposeront de vifs démentis. Elle devra présenter des preuves convaincantes pour surpasser les évaluations contradictoires, même celles de pays comme la Grande-Bretagne. S'adressant à la BBC des soldats qui avaient été déployés en Bosnie dans les années 1990, ont qualifié ces allégations, je cite, de mythes urbains et, je cite, de logiquement difficiles à réaliser. Honnêtement, ces enquêtes devront lutter contre l'inertie causée par 30 ans d'inaction et 3 décennies où le monde a espéré que ces safaris de Sniper n'étaient qu'une légende. Il est compréhensible d'espérer qu'une telle chose ne soit jamais arrivée. Chez Warfront, nous espérons que des enquêtes internationales fourniront des preuves concluantes pour clore cette affaire. Déterminer qu'il reste au moins un cercle de l'enfer que l'humanité moderne n'a pas encore exploré. Mais supposer simplement que ces safaris de snipers n'ont jamais eu lieu, balayer ces allégations d'un revers de main, comme la communauté internationale l'a fait pendant des décennies, a toujours été un mauvais service. Autant pour ceux qui ont survécu au siège que pour ceux qui n'en sont pas sortis vivants. Découvrir que ces safaris de snipers n'ont pas eu lieu serait une bonne nouvelle. Ne pas rechercher la vérité a toujours été une parodie de justice. Merci de nous avoir regardés.